Nous sommes le 22 novembre 1897, alors que Cordélia Viau, qui habite le petit village de Saint-Canute dans les Laurentides au Québec, rentre chez elle. Elle arrive sur le bord de la porte, mais elle a oublié ses clés. Elle frappe donc à la porte, attendant la réponse de son mari Isidore Poirier, mais aucune réponse. Elle frappe, encore et encore, mais son mari ne lui répond pas. Elle décide donc d'aller chez son voisin, M. Bouvrette, pour lui demander un tournevis et qu'il défonce la porte. Il s'exécute et l'homme réussit à entrer dans la maison. Cordélia Viau reste sur le bord de la porte. Elle a peur. Les volets sont fermés. Il n'y a aucun bruit. L'homme, le voisin, M. Bouvrette, s'avance dans la maison avec tout le courage d'un homme. Il appelle Isidore Poirier, mais celui-ci ne répond pas. Étrange. Il décide d'avancer encore et se rend jusqu'à la chambre à coucher. Et lorsqu'il ouvre la porte, il comprend tout. Isidore Poirier est couché sur son lit, sur son dos, dans une mare de sang. En effet, l'homme de 42 ans a été égorgé. Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver comme à chaque semaine. Aujourd'hui, on va parler d'un cas québécois. En effet, ce cas date de plus de 100 ans et encore aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qui est arrivé. L'histoire d'une femme, oui, une femme qui a été accusée, peut-être à tort, peut-être à travers, ou peut-être qu'elle était réellement coupable. Alors sans plus tarder, je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement, doudou sur les genoux, et lorsque vous êtes prêts, bien on est parti dans l'histoire de Cordélia Viau. Isidore Poirier naît le 10 décembre 1855 dans le quartier de Saint-Henri, à Montréal. Il habite encore chez ses parents à l'âge de 25 ans où il est voiturier. Il est le fils de Joseph Poirier et de Marie Trudeau. En effet, il habite toujours chez ses parents, il n'est pas marié et par la suite, il va décider de devenir menuisier et va ouvrir son propre atelier d'ébénisterie. C'est le 4 novembre 1889 que le jeune homme de 33 ans va épouser une jeune femme du nom de Cordélia Viau. Cordélia Viau, tant qu'à elle, naît le 22 juin 1865 d'un homme du nom de Noël Viau et d'une femme du nom d'Émilie Chauret. Ils habitent à Saint-Scolastique, tout près de Mirabel, et grâce à la situation financière de la famille, eh bien, les trois sœurs ainsi que le frère vont avoir une très bonne éducation. Les trois sœurs vont devenir institutrices et le frère va devenir prêtre. Cordélia, eh bien, elle va apprendre à lire, elle va apprendre à écrire, elle va apprendre également à lire la musique et elle aura une certaine culture concernant la politique. Marie donc avec Isidore Poirier le 4 novembre 1889, soit à l'âge de 24 ans. Elle va déménager à Montréal quelques temps plus tard, donc au mariage, pour aller vivre avec son mari. Le couple va décider de revenir à Saint-Canute, tout près de la famille de Cordélia Viau. Et c'est là que Isidore Poirier va décider de construire une maison où le couple va s'installer ensemble. Pour aider son mari dans les dépenses de la maison, Cordélia va donc offrir ses services de couturière, soit dans le village de Saint-Canute, mais également aux alentours. Elle est décrite comme très entrejante, engageante, souriante et à son affaire. Elle a vraiment le sens des affaires, cette femme. Elle n'est pas une femme soumise, elle sait lire, elle sait écrire, elle sait se débrouiller, mais on sait également qu'à cette époque-là, les villageois n'avaient pas de vie, à part s'occuper de la ferme ou encore du jardin, et quand les enfants étaient couchés, ben, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils radotaient ensemble. Donc la plupart du temps, Cordélia Viau, elle est décrite comme une femme très indépendante, mais également une pécheresse, sans même avoir aucune preuve. Elle ne se conduit pas comme une femme de sa prestance, soit avec beaucoup d'éducation, et que ses aspirations à devenir une femme du monde avec un statut sont ridicules. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'à cette époque-là, une femme ne pouvait pas devenir une entrepreneur. Une femme ne pouvait pas travailler à temps plein. Une femme se devait d'être une femme, donc d'être au foyer, avoir plein d'enfants et s'occuper de son mari lorsque celui-ci rentrait du boulot. Et Isidore, lui, on l'aime. On l'aime, mais tellement.
Il est tellement gentil, il est bon, il est dévoué, il est travaillant, il est profondément catholique en plus et il dirige même le chœur de l'Église. Et là, dans le chœur de l'Église, chante un homme du nom de Samuel Pasleau. Oui, Pasleau qui va devenir un très bon ami d'Isidore Poirier. Samuel est dans la trentaine, il est célibataire et il est très bien considéré. Donc, il a quand même assez d'argent, il travaille et sa situation financière pour l'époque, elle est quand même bien. Et il va se mettre d'amitié avec Isidore Poirier, mais également avec Cordelia Villot. Et c'est à ce moment-là que Cordelia Villot va décider de prendre Samuel Pasleau pour un homme à tout faire. Donc, il va venir travailler à la maison des Poirier. Il va s'occuper du jardin, des fleurs, des feuilles, de la neige, de l'herbe, du gazon, de la piscine. Bon, tout le kit, là, il va devenir un homme à tout faire de la maison. Il va faire la vaisselle, il va faire le lavage et tout et tout. Et de plus, on raconte que Samuel Pasleau était un homme assez beau. Donc, pourquoi ne pas avoir un homme à tout faire, beau et mignon, à regarder de son canapé? Mais il y a également une chose qui va être mentionnée au procès, mais je vais le mentionner également ici aussi. Cordelia Villot faisait de l'eczéma, mais à cette époque-là, on ne savait pas que c'était de l'eczéma. Et elle avait beaucoup de difficultés à entrer en contact avec l'eau. Donc, pourquoi que elle et Isidore Poirier ont décidé d'engager Samuel Pasleau comme homme à tout faire pour justement faire les tâches que Cordelia ne pouvait pas faire. Mais là, encore une fois, Samuel est souvent chez le couple. Et là, les villageois, ils parlent. Ouais, ils trouvent ça très malsain. Ah, c'est malsain. C'est malsain que la famille Poirier ait engagé un homme à tout faire. Voyons donc comment ça. Vous voyez, à cette époque-là, surtout au Québec, là, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, là, mais au Québec, les gens avaient tellement l'air d'être... Isidore fait un travail donc qui l'oblige parfois, le couple, à quitter la ville. Et c'est là que Cordelia va souvent aller rendre visite à sa famille, elle va aller magasiner, elle va vraiment vivre sa best life et le couple n'aura jamais d'enfants. Donc, ce qui va faire que Isidore va travailler du lundi matin au samedi soir. Et pendant ce temps-là, Cordelia, elle s'amuse et le dimanche, ils vont tous les deux aller à la messe. Ça va pas mal être ça, leur horaire de la semaine. Et là, vont commencer les petits problèmes financiers, soit en 1895, où le manque d'argent et les demandes financières de Cordelia vont continuer d'augmenter. Là, Isidore va décider d'aller aux États-Unis pour chercher du travail. C'est donc le 15 septembre 1985 qu'Isidore est en Californie. Et là, il reçoit une lettre du révérend Pinault lui demandant expressément de revenir ou de faire monter Cordelia en Californie. En effet, depuis quelques années, Cordelia a commencé à demander de plus en plus de choses, donc de plus en plus d'argent à Isidore. Mais là, à un moment donné, Isidore n'a plus d'argent. Donc là, Isidore va décider d'aller aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, il y a une très grande demande de peu importe de travail, les chemins de fer, tout ça. Et il va se rendre aux États-Unis et il va laisser Cordelia au Québec. Pendant ce temps-là, elle peut continuer de vivre et en même temps, ça lui fait des vacances. Mais là, Cordelia commence à être de plus en plus très fatigante. Et c'est à ce moment-là que le révérend va donner deux choix à Isidore. Soit qu'Isidore revient, soit que c'est Cordelia qui part rejoindre Isidore. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des rumeurs qui sont venues à l'oreille du révérend Pinault comme quoi que la maison des Poirier serait devenue une maison clandestine de prostitution, qu'il y aurait beaucoup d'hommes qui se rendent dans la maison, y compris Samuel Pasleau, alors que on est le soir ou le week-end et que normalement, il n'y a pas de travail à faire. Donc, Samuel se rend chez la famille Poirier en dehors de ses heures de travail. Et même que la mère de Samuel Pasleau va écrire une lettre à Isidore pour lui informer de l'infidélité de sa femme avec son propre fils. Là, Isidore va seulement revenir à Saint-Canute en mai 1896, mais il travaille sans cesse à Montréal, donc il revient au Québec, mais il n'est jamais là encore une fois. Parce que là, les demandes de sa femme vont continuer d'augmenter. Elle veut des bijoux, elle veut des vêtements, elle veut une plus grande maison, elle veut un plus grand terrain, elle veut des fleurs, elle veut des feuilles, elle veut des arbres, elle veut des chaises, elle veut tout. Elle veut tout. Et là, de Montréal, en 1897, Isidore va écrire une lettre à sa femme qui mentionne « Je suis bien décidée d'endurer toute la peine que tu m'as faite et que tu me feras encore à l'avenir. Merci ma femme, merci de tous tes beaux compliments. Il ne me reste plus qu'à vivre dans la peine tout le long de ma vie. Plus de bonheur pour moi dans ce monde.
il ne me reste plus qu'à demander à Dieu de venir me chercher au plus vite. Nous sommes le 21 novembre 1897, alors que Isidore est assis sur le sofa en train de se reposer de sa longue semaine. Par la suite, Samuel, Isidore et Cordelia vont aller à la messe du dimanche pour en revenir vers 15 heures. Une heure plus tard, soit vers 16 heures, Samuel va quitter le domicile pour mentionner qu'il doit aller voir sa mère qui est malade, et Cordelia va quitter le domicile à peu près en même temps pour aller voir son père. Et elle va dire à Isidore qu'il ne rentre pas de la nuit, qu'elle va dormir chez son père. On se transporte donc le lendemain matin, soit le 22 novembre 1897, soit le lundi, où Cordelia va revenir à Saint-Canute. Elle va immédiatement se rendre au village, donc elle n'ira pas chez elle. Elle va se rendre au village pour assister à un mariage d'une connaissance. Par la suite, elle va retourner chez elle, mais les portes sont barrées. Donc, elle va quand même passer la journée au village, donc elle va participer au mariage. Je crois même qu'elle va se rendre à l'église, quelque chose comme ça, et elle va vraiment revenir plus tard dans la soirée. Et on sait qu'en novembre, ici au Québec, il fait noir très tôt, soit vers 16-17 heures. Et là, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, Noé Bouvret, donc le voisin, va être appelé par Cordelia pour venir défoncer la porte, ce qu'il va faire immédiatement. Il va rentrer dans la maison, il va se rendre à la chambre principale et c'est là qu'il va découvrir le cadavre d'Isidore Poirier, âgé de 42 ans, qui est étalé sur le dos, où sa gorge a été tranchée par un couteau à viande et qui est déposé sur l'oreiller à côté de lui. Il va se tourner et il va apercevoir Cordelia Villot qui est dans le cadre de porte de la chambre et elle va immédiatement s'écrier au suicide. Là, M. Bouvret va immédiatement courir vers le curé pour lui annoncer la tragédie, mais là, entre-temps, les villageois vont être mis au courant de ce qui s'est passé. Et là, il y a les rumeurs qui vont commencer comme quoi ce serait Cordelia, comme quoi ce serait Samuel, comme Paul Gravel, qui était un journaliste à cette époque-là, qui travaillait dans la rubrique de Montréal, va quitter Montréal pour se rendre à Saint-Canute pour être l'un des premiers journalistes à assister à cette scène horrible d'un homme, un catholique, qui a été découvert dans sa chambre à coucher, martyrisé, martelé par un couteau. Sa gorge avait tellement été tranchée plusieurs fois qu'il était presque décapité. Il va faire beaucoup plus que son travail de journaliste, il va faire un travail d'enquêteur, de là à fouiller dans toute la vie de Cordelia Villot et même de faire l'inventaire de tout ce qu'elle possédait. Oui, dans sa rubrique, il va mentionner que Cordelia Villot, quelques temps plus tôt, avait fait une assurance vie au nom d'Isidore Poirier, soit de 2000 $. Il va également mentionner tous les bijoux qu'elle avait, tout ce qu'elle possédait, tout l'argent que le couple avait. Et là, l'autopsie d'Isidore Poirier va mentionner que non, ça ne peut pas être un suicide, tout simplement parce qu'il a des blessures de défense sur les avant-bras. Alors là, il se serait battu avec quelqu'un. Et Paul Gravel va s'assurer que tout le monde pointe du doigt Cordelia et Samuel. Ben oui, avec toutes les infidélités de Cordelia Villot, pourquoi ça serait pas elle et son amant qui auraient planifié un coup pour assassiner Isidore Poirier pour s'en débarrasser et ainsi pouvoir vivre leur best life? C'est le 25 novembre 1897 qu'aura lieu l'arrestation de Cordelia Villot, fait par le détective McCaskill, qui se rend chez les voisins de Cordelia parce que c'est là qu'elle habitait en attendant. Et après son arrestation, ils vont se rendre chez Samuel Paslow pour l'arrêter également. Les deux accusés vont être conduits au palais de justice de Saint-Scolastique et vont être mis en prison en attendant leur procès. Et là, le détective privé McCaskill va aller voir Cordelia dans sa cellule et il va lui dire que Samuel a tout avoué le meurtre. Et là, Cordelia va dire que elle ne savait absolument pas que Samuel allait réellement assassiner son mari. En effet, ça faisait plusieurs fois que Samuel mentionnait qu'il voulait le tuer pour que lui et Cordelia puissent vivre leur amour, mais qu'elle ne savait vraiment pas qu'il allait le faire pour de vrai. Par la suite, l'enquêteur privé McCaskill va aller voir Samuel et va dire que Cordelia a tout avoué, que c'était lui, Samuel, qui avait assassiné Isidore Poirier. Samuel, pour se défendre, va dire qu'il était seulement l'esclave de Cordelia, que ça faisait plusieurs mois
qu'elle parlait de vouloir faire assassiner son mari et qu'il s'était proposé par force, parce que c'est Cordelia qui arrêtait pas de l'agacer avec ça. Elle voulait absolument qu'Isidore meure pour pouvoir hériter de l'argent, pour pouvoir vivre sa best life. Et là, vraiment, il va tout rejeter la faute sur Cordelia et Cordelia va dire qu'elle n'était pas du tout au courant. Alors, quelle est la vérité? Là, vous allez voir que le procès est scandaleux. Pour vrai, quand je suis tombée là-dessus, j'ai fait comme, ben non, ça n'a pas de sens. Dès le début des années 1898, le procès va commencer. On accuse immédiatement Cordelia Vio et Samuel Pasleau d'avoir assassiné Isidore Poirier. Bon, ça c'est un fait, on les accuse. Maintenant, il faut faire le procès. Là, dès le début du procès, le jury populaire, donc le jury qui est constitué de gens tout à fait normaux, là, de 12 personnes, eh bien, vont immédiatement pointer Cordelia et Samuel. Donc, les deux étaient déjà condamnés d'avance. Qu'il y ait un procès ou non, les deux étaient déjà condamnés, soit à la peine de prison, soit à la peine de mort. Et là, ils étaient dans la tête de tous les véritables coupables. Qu'ils soient des coupables véritables ou des coupables idéaux, on s'en fout, ils étaient coupables. C'était sûr et certain, parce que là, on parle de la femme et de son amant. Donc, c'est les personnes mieux placées pour assassiner Isidore Poirier. Et en plus de ça, dans les jurys populaires, il n'y avait aucune femme. Il n'y avait que des hommes. Encore pire. Parce que là, ça vient vraiment décrédibiliser Cordelia Vio, qui clairement ne se fera pas entendre. Et là, ça commence vraiment très mal pour le procès, parce qu'en plus de ça, Henri Thomas Taschereau, qui était le juge dans cette affaire, va accepter un bout de plancher comme preuve où il y a une empreinte de pas de femme ensanglantée, incrustée dans le plancher. Donc, c'est clairement les empreintes de pas de Cordelia Vio. Et en plus de ça, le plancher, attention, il a été arraché par l'enquêteur privé McCaskill. Il a été arraché, donc il a touché. OK? C'est même pas un médecin légiste, c'est même pas quelqu'un qui ramasse les preuves. Non, il est retourné sur les lieux du crime. Il a commencé à arracher le plancher, il l'a mis dans un sac Ziploc et poup, il l'a envoyé pour le procès. Donc, il y a eu de la contamination, il a touché au plancher carrément. Il y a plein de monde qui ont touché au plancher. Ça n'a même pas été mis dans une boîte spéciale pour le procès. Ça a été contaminé fois 1000 là, par plein d'ADN. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Tous les objets que l'avocat de la défense, donc l'avocat de Cordelia, va emmener au juge, vont être rejetés. Là, le 7 juin 1898, la cour d'appel vont ordonner un nouveau procès tout simplement parce que lors du premier procès, les aveux que Cordelia avait fait selon que ne les conformait pas. Le second procès va toujours se tenir à Saint-Scolastique en décembre 1898. Et là, l'avocat de Cordelia a tenté de faire le procès dans une autre ville. Mais oui, parce que là, à Saint-Scolastique, tout le monde connaît Cordelia Vio. Tout le monde connaît Samuel Pasleau et c'est clair que le jury populaire va immédiatement condamner parce que ils connaissent l'affaire, ils connaissent la femme, ils connaissent la vie de Cordelia, la vie d'Isidore, la vie de Samuel. Ils connaissent tout de ces personnages-là. Et normalement, lorsqu'on fait un procès, il faut être dans une ville qui connaît peu ce qui est arrivé et avec des gens qui ne connaissent pas du tout les accusés et ni la victime. Et à la fin du procès, c'est là que le juge va mentionner si Cordelia Vio est coupable et si elle est coupable, quelle sentence qu'elle va avoir. Cordelia Vio, vous devez d'entendre prononcer le verdict terrible qui vous rend responsable de l'assassinat de votre mari, Isidore Poirier. Votre forfait est l'un des plus ignobles et répugnants dans les annales du crime. Il a créé dans toute l'étendue de notre province et même à l'étranger un scandale énorme. Et les générations futures liront avec horreur et dégoût les détails horribles du drame de Saint-Canute. Vous êtes condamné à retourner dans la prison commune du district et à y être détenu dans un lieu sûr et séparé de tous les autres prisonniers jusqu'au 10 mars prochain et là alors dans l'enceinte du mur de la prison à être pendu par le cou jusqu'à ce que la mort s'ensuive et que Dieu ait pitié de votre âme. Donc voilà que Cordelia Vio a été reconnue coupable du meurtre d'Isidore Poirier, âgé de 42 ans, qui était également son mari. C'est le 10 mars 1899 que Cordelia Vio ainsi que Samuel Pasleau ont été pendus en même temps, soit dos à dos.
et jusqu'à ce que mort s'en suive. C'était sous la supervision du bourreau de Radcliffe. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Dites-moi en commentaire si vous croyez réellement que Samuel Pasleau et Cordelia Vio sont réellement coupables. Est-ce qu'il y en a juste un des deux qui est coupable? Est-ce que les deux sont coupables? Ou est-ce que les deux ne sont pas coupables? Parce qu'en effet, on dirait que dans cette histoire-là, il n'y a absolument personne d'autre qui a été pris en compte. Est-ce que au cours de sa vie, Isidore Poirier a eu des démêlés avec quelqu'un, a eu des problèmes avec quelqu'un? Est-ce qu'il y avait des ennemis? Est-ce que quelqu'un voulait sa mort autre que Cordelia Vio? Est-ce que ce serait la sœur de Cordelia, le père, la mère de Samuel Pasleau? On ne sait pas. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez. L'enquête a vraiment été bâclée, le procès aussi également. Là, sincèrement, tout ce qui venait de l'avocat de la défense a été refusé catégoriquement, même qu'on a fait le procès dans la ville natale de Samuel Pasleau et de Cordelia Vio. C'est comme impensable. Mais bref, sur cette histoire, je vous laisse dans votre semaine, dans votre week-end, et on se retrouve pour un prochain sujet. Mais d'ici là, prenez grand soin de vous. Bisous. Ciao, ciao.